ornés comme des chapelles, les palais aristocratiques aux tours orgueilleuses. Tout ce qui fait la grandeur de Tchoudalia a été fondé sur le cabotage, la guerre de course, le négoce au long cours. Dès lors, un citoyen tchoudalien qui vire au vert à la moindre brise, c'est un peu comme un ivrogne qui roule sous la table au premier verre de cidre. C'est un comique de caractère qui vous vaut son pesant de bons mots et de plaisanteries fines. Et quand le foireux en question est un porte-glaive attaché au service du premier magistrat de la République, le ridicule entre en expansion et prend une dimension d'une ampleur toute politique. On lâche du lest, Don Benvenuto, m'a lancé Coppa pour Gamini. L'imbécile se croyait drôle. Il se pavanait dans son corselet d'arbalétrier, persuadé que les ricanements qui l'entouraient constituaient autant d'hommages à son trait d'esprit. Fruit pourri d'une vieille famille tombée en décadence, pour Gamini était un pigeon plus rengorgé qu'une outarde, qui avait dilapidé les derniers vestiges de son patrimoine dans les tripots de la ville basse. Par le passé, dans les bouges de la Via Mala, j'avais eu l'imprudence de partager avec lui quelques verres et quelques filles, entre deux parties de cartes où je l'avais plumé sans vergogne. Aussi, ce dégénéré en avait-il déduit que nous étions cul et chemise. Quand il m'avait reconnu dans la suite du Patrice Mastigia, il m'était tombé dans les bras comme si j'avais été son frère, et il me collait depuis comme une bernicle à son caillou. Je cumulais donc tous les plaisirs, la petite balade en mer, le purgatif et le raseur. Et il y avait pire. Le pire, il s'était profilé derrière nous une petite heure auparavant, alors que nous passions au large des îles Été. 3 voiles triangulaires s'étaient déployées sur l'horizon, vergues tendues à rompre, pavillon hostile hissé. J'ai beau avoir le coup d'œil du tireur, je ne distinguais encore que des taches de couleur parfois dissimulées par l'écume. Mais la vigie et le premier maître, eux, avaient déjà identifié nos poursuivants. Des chébecs armés en guerre, et pas du menu fretin, pas des vulgaires pirates. Leur pavillon était frappé du sphinx ailé de Racine, des navires de guerre de l'escadre royale, des 3 mâts taillés pour la course, gavés de janissaires jusqu'au tillac, sans doute commandés par un émir des mers. De quoi mouiller vos chausses, ou plus sûrement encore, vu les circonstances, de quoi vous retourner l'estomac. L'apparition des navires de guerre réciniens avait frappé l'équipage de stupeur. Nous étions en route pour Tchoudalia, à peu près certains de la pacification de l'océan. Les chébecs ennemis avaient dû se tenir en embuscade dans une crique de Rubitsa, la plus grande des Été. Mais l'explication était difficile à avaler. 10 jours plus tôt, la flotte tchoudalienne avait pris l'archipel. Ça et là, on voyait encore des fumées flotter sur les ports mis à sac. C'était le régiment Bourg-la-Muerte qui avait débarqué et fait le ménage. Et vous pouvez croire un vétéran qui a traîné ses solerets quelques années dans la phalange. Pour le nettoyage, il n'y a pas mieux que 6 milliers de beaux soudards en chausses rayées et barbutes d'acier. On vous rafraîchit le pays avec enthousiasme et méthode. Bien sûr, du point de vue du bourgeois qui ne s'est jamais frotté aux dures réalités de l'existence, c'est un peu bruyant. Mais pour le connaisseur, c'est de la belle ouvrage, exécuté avec cœur et sans cruauté inutile. On chauffe un peu les anciens pour les convaincre de cracher leurs magots, et puis on abrège au couteau leur vieillesse et son long cortège de misère. On se délasse avec les filles qui nous tombent sous le gantelet, et puis, pour leur épargner des désillusions sur l'inconstance masculine, on les poinçonne vite fait sur leur lit de délices. Pour que la fête soit plus belle, on décore les arbres et les balcons avec leurs frères, leurs fiancés et leurs maris, le cou joliment cravaté de chanvre. On traite les petits-enfants comme de gentils chatons. On les noie au fond des puits, histoire que les renfrogniers qui auraient raté le bal finissent empoisonnés par les eaux putrides. Et quand tout est dit, on vous illumine ce banquet de grands feux de joie qui pétillent gaiement sur les horizons. Dans une telle sarabande, difficile d'imaginer où les équipages de 3 navires de guerre avaient bien pu se terrer. Bien sûr, il était possible qu'ils soient arrivés après le banc. Mais voilà qui était tout aussi stupéfiant. 3 jours plus tôt, au large du cap Sibylos, la flotte de la République,
sous les ordres de son Excellence le podestat Léonidé Ducatore en personne, avait écrasé la flotte du Shah Eurymaxas, sublime souverain de Rhécine. Des centaines de felouks transformés en petits bois, des dizaines de tartanes et de chebecs envoyés par le fond, des milliers de prisonniers invités à sauter par-dessus bord, faute de place sur nos fracassants esquifs. C'était même la raison pour laquelle la galère du patrice Mastigia faisait voile sur Ciudaglia, pour annoncer l'éclatante victoire du cap Sibyllos et la conclusion de la guerre. Dès lors, les 3 chebecs accrochés à notre sillage avaient de quoi surprendre. Ils avaient peut-être loupé un épisode. Sans doute aurait-il été poli de mettre en panne pour les tenir au courant. Faire du zèle après la bataille, c'est toujours un peu ridicule. Seulement voilà, ils étaient 3 contre 1, et s'ils avaient fait relâche aux étés et découvert les reliefs de notre sauterie, ils risquaient fort de se montrer contrariés. Dans sa grande sagesse, le patrice Mastigia avait décidé d'oublier la courtoisie et de mettre les voiles. Enfin, plus exactement, de marcher aux rames. Ce qui me valait mes si réjouissantes aigreurs d'estomac. À 1 contre 1, j'aurais parié ma braguette que Bucefal et Mastigia viraient de bord et offriraient le combat. Peut-être même à 1 contre 2. Le patrice était capable d'une bravoure déraisonnable face à l'ennemi. Et il l'avait amplement démontré au cap Sibyllos, en enfonçant l'aile droite de la flotte adverse à la tête d'une petite escadre. En outre, les 2 bordées de 30 avirons nous donnaient une meilleure vitesse de manœuvre que celle des chebecs, et nous auraient peut-être permis d'en éperonner un, puis de nous dégager avant d'être abordés par le second. Mais à 1 contre 3, l'affrontement était suicidaire. Notre navire comptait certes une chiourme de 240 galériens enchaînés, mais il s'agissait du rebut des geôles de la République, qu'il aurait été aussi dangereux d'armer pour nous que pour l'ennemi. Pour le reste, la galère comprenait un équipage d'une 20aine de matelots et d'officiers de pont, et un détachement d'une 40aine d'hommes de guerre, dont un bon quart de blessés. Les pirates réciniens possèdent rarement plus de 60 hommes d'équipage. Mais les chebecs de la flotte royale peuvent transporter 200 personnes, dont les 2 tiers sont des janissaires. Nous retourner contre les navires qui nous donnaient la chasse serait en fait revenu, pour les hommes de pont, à affronter un adversaire 5 fois plus nombreux. Parmi les hommes de pont, justement, il n'y avait guère que 2 personnes qui n'avaient pas manifesté de surprise à l'apparition des chebecs. Moi d'abord. J'étais vert et très occupé à vider mes boyaux par-dessus bord. Et puis le patrice Mastigia. Il était resté droit comme un i, malgré le roulis, et il avait jeté un regard froid vers l'arrière en direction des voiles ennemies. Puis, il avait eu un rire féroce. « Les couillons !» s'était-il écrié. « Donnez la chasse à Mastigia !» Ses officiers et les arbalétriers du château de poupe s'étaient esclaffés. En 3 mots, il avait dissipé la tension qui avait soudain figé l'équipage et les gens de guerre. Dans la foulée, il avait lancé quelques ordres auxquels je n'avais rien compris. La langue des marins me parle comme le patois du trou le plus perdu de la création. N'empêche que toute la galère s'était activée en un clin d'œil. Sous nos pieds, dans l'entrepont, on avait entendu hurler les argousins et cliqueter les chaînes des forçats. Les matelots s'étaient précipités pour ferler les voiles, le timonier avait pesé sur la barre, tandis que tout le navire gîtait de vomitive manière. Les soldats s'étaient tranquillement occupés à garnir leurs carquois et à corder leurs arbalètes. À côté de moi, mon ami, Coppa pour Gamini, m'avait donné du coude en émettant le braiement qui lui tenait lieu de rire, et répétait inutilement « Donnez la chasse à Mastigia! Donnez la chasse à Mastigia !» Sacré gaillard, le patrice Bucefal et Mastigia. Même pas 30 ans, le profil busqué du prédateur, un sourire de loup dans un visage brûlé de soleil. À Ciudaglia, dans les palais de Torrecella, dans les commerces de luxe de la Piazza Smaradina, ou dans les ateliers de Purpurezza, il passait pour un esthète un peu frivole, et son admiration pour l'œuvre du sculpteur Piero Maggio ou son amitié pour le poète Luca Traditore étaient de notoriété publique.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.